Moi, je pense que le point sur la cagnotte est intéressant parce qu'on a déjà eu ce débat sur la cagnotte lors des années 2000 avec la séquence Jospin. Bon, à chaque fois en France, on a à peu près le même phénomène, c'est qu'on raisonne de façon conjoncturelle avec un chiffre clé. Alors, tous les pays qui réussissent ont une stratégie à long terme. Est-ce que la stratégie de l'UNEDIC et les différentes réformes d'assurance chômage ont permis de passer d'un solde déficitaire à un solde excédentaire? Oui, mais donc du coup, justement, le gouvernement devrait s'appuyer dessus pour dire que certains types de réformes, sous certaines inspirations, ont permis de sauver un régime qui était déficitaire et le transformer en régime qui devient excédentaire. Et ce qu'ils ont réussi à faire pour l'UNEDIC sous l'impulsion des réformes Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron, ils peuvent faire de même sur la réforme des retraites. Et sur la question de la réforme des retraites et sur la question de la cagnotte, il faut distinguer ce qui relève de l'assurance chômage et ce qui relève de la réforme des retraites. Et je pense que les deux sujets sont complètement différents. Vous pensez que c'est différent? Moi, je pense que c'est complètement différent parce qu'en fait, la caisse de l'UNEDIC est basée uniquement sur les cotisations, les cotisations chômage. Alors que les autres relèvent à la fois des cotisations retraite qui dépendent de chacun des régimes qui sont distingués. Donc, vous n'avez pas une grande caisse générale. Et en plus, vous avez des mutuelles complémentaires pour soutenir chacun des retraités. Donc, il faut distinguer les deux sujets. Et le gouvernement devrait plutôt s'appuyer dessus pour dire on a réussi à mettre en place des types de réformes sous l'impulsion depuis 2017 pour sauver une caisse d'assurance chômage. Et maintenant, on veut faire de même sur la caisse des réformes des retraites. C'est plutôt paradoxal parce qu'Emmanuel Macron, il est venu en 2017 en disant ce sera un nouveau monde. Ah bah oui. Et il n'a pas vu en fait que les sociologies habituelles, les remèdes habituels que vous avez sur une réforme des retraites sont plus du tout les mêmes depuis qu'il arrive au pouvoir. Lorsque vous prenez une réforme des retraites, Balladur 93, Nicolas Sarkozy 2010, Fillon 2003, vous avez toujours le même phénomène. Et la Touraine, il ne faut pas l'oublier. Et la Touraine. À chaque fois, vous avez toujours le même phénomène, c'est un clivage gauche-droite qui s'applique. C'est-à-dire que vous avez la droite qui est pour un report de l'âge et la gauche qui est contre. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 40% des gens qui sont pour votre réforme et 55-60% qui sont totalement contre. Là, vous avez un phénomène qui est spécial, c'est que vous avez que 20 à 25% des gens qui sont pour. C'est de façon inédite, on n'a jamais eu un niveau aussi bas. Pourquoi est-ce qu'on a un niveau aussi bas? Parce qu'on n'a plus deux France en fait qui s'opposent. Vous en avez trois. Vous en avez une qui soutient le gouvernement. Le 25%, c'est le socle qu'a voté Emmanuel Macron. Son socle électoral. Vous en avez plus de 50 qui sont très très contre la réforme, c'est ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et vous avez la troisième France, que moi j'appelle la France du travail, qui s'est positionnée contre cette réforme, parce que depuis la crise sanitaire, ils se posent des questions sur la question de la viabilité du travail, etc. Et ils pensent qu'en fait, et ça pose un point essentiel, cette France-là considère qu'en période de crise, le lendemain qui vous arrive sera pire que ce qui va vous arriver. Et vous avez un sondage qui est très intéressant, qui montre que les parents qui travaillent actuellement pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et ces personnes-là considèrent que le projet porté par Emmanuel Macron leur est néfaste. Est-ce que c'est pour autant qu'ils vont soutenir et qui sont d'accord avec les alternatives proposées par les syndicats? Non. Et c'est là où on arrive à un point intéressant. Et Emmanuel Macron, ce qu'il doit faire, c'est convaincre cette troisième France, non pas de soutenir sa réforme, mais de dire que le monde proposé par Jean-Luc Mélenchon, par Martinez, par Marine Le Pen sera pire que ce que lui propose. Et donc, du coup, il doit intervenir un peu, mais il doit laisser Martinez, Mélenchon et Le Pen intervenir parce qu'ils sont encore plus anxiogènes que lui. Et en fait, il rejoue le clivage habituel de la présidentielle de 2017 et de 2022. C'est-à-dire que les gens ne soutiendront pas sa réforme par optimisme, mais rejetteront le monde parallèle proposé par les autres. Et c'est un peu comme toutes les mesures d'accompagnement sur la réforme des retraites, ça veut dire que ça va amoindrir l'objectif de la réforme des retraites. Quand on parle de la question du partage des richesses, on oublie notamment que la France est devenue petit à petit un des pays les plus pauvres de l'ancien G7. Quand vous prenez dans les années 80, la France avait exactement le même PIB par habitant que l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, quand vous comparez, on n'est plus du tout sur la même question. Et donc la question n'est pas celle de partage des richesses, et moi je rejoins le président de la République, c'est la question de la création de richesses. La France est devenue un pays de plus en plus pauvre, et notamment la classe moyenne et la classe populaire s'est paupérisée. Et à l'époque, Christine Lagarde, quand elle dirigeait le FMI, l'avait très bien montré avec la courbe d'éléphant que tout le monde connaît. Il y a un deuxième élément, moi je pense, qui est intéressant, c'est ce que dit Elisabeth Borne, c'est la création. Quel est l'objectif en termes de politique économique? Lorsqu'elle cible les entreprises de plus de 11 salariés, elle oublie que la France a un problème d'ETI, c'est-à-dire d'entreprises notamment qui font entre 250 et 2500 salariés. Et donc si vous voulez partir sur ce phénomène-là, alors que vous avez des problèmes de marge, vous avez des problèmes d'investissement, vous avez des problèmes de développement, est-ce que cet accord permet à terme d'enrichir les salariés, de permettre de créer de la richesse, de permettre plus d'investissement? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Et je pense qu'en France, on s'attache davantage à la question du partage des richesses plutôt qu'à la création. Et c'est plutôt la création qui permettra aux gens d'avoir plus de partage de richesses en étant eux-mêmes plus riches. Moi, j'ai une équipe avec une centaine de personnes de tout âge et tout horizon différent. Ce qu'on nous, on remarque, c'est que même avant la crise sanitaire, c'est que les jeunes diplômés des grandes écoles n'avaient plus comme aspiration le revenu
uniquement les Mais le conditions bien-être. et le bien-être. Bah oui. Et quand vous prenez tous les classements d'HEC, etc., de sortie, de qu'est-ce que les gens choisissent comme principal débouché, avant vous aviez finance, cabinet de stratégie, conseil, Les etc. consultants, ça marche plus. Hein. Et là maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que maintenant, les gens recherchent la question du bien-être. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, il faut à la fois équilibrer la question de la productivité, mais également la question du bien-être. Parce que si par cas, votre salarié est malheureux, de toute façon, il ne bossera pas, il ne sera pas productif. Et donc, le point intéressant, c'est est-ce qu'on peut expérimenter la semaine des 4 jours tout en gardant un volume horaire travaillé en France, parce que la France ne travaille pas assez. 35 heures, suffisant. Ouais. Je pense que ça dépend des secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs où des gens pourront le faire. Je pense que ceux qui sont CSP+, et qui travaillent dans le tertiaire pourront aboutir dessus. Est-ce qu'il faudra le généraliser? Non. Mais de toute façon, je pense que c'est comme sur la réforme des retraites. C'est un débat qui est anachronique, parce que le monde du travail n'est pas le même en 2023, il ne sera pas le même en 2030 qu'il l'était en 1945 lorsqu'on a introduit cette réforme. Et je pense que le point essentiel, ça va être celui-ci. Ça veut dire qu'en fait, on aura de plus en plus des parcours qui vont être individualisés, qui ne seront pas normés par l'État, qui seront normés par l'entreprise, par la DRH, et par les branches, etc.